Et là, les deux combinés, ils ont arrivé à me faire rater Platine. Il a un gros cul, il a du mal. Alors déjà, on est un peu conditionné par le jugement de ces gens-là. Et moi, l'idée, c'était de travailler, d'être mécano, d'être chauffeur, d'être dans les camions. Et j'avais dit, vous pouvez écrire que dans un an, je serai champion de France. C'était des couverts, gradé un couvert avec du grillage. Il y en avait sur le toit des gradins. Il a dit, bon, allez, chine-moi ça, et puis n'en parlons plus. Il avait 16 ans. Mais Curioni aussi, je l'ai eu parce que moi, je l'ai voulu. Si j'avais écouté les techniciens de chez nous, on l'aurait pas pris. Tu viens danser avec moi. Je dis, Claude, danser avec toi. Putain, le fou, mais il est fou ce mec-là. Je vire tout le monde. Et vous êtes président. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Grenadine. Vous le voyez, il est à côté de moi. Je suis très content d'être ici dans son bureau. Merci de me recevoir, président. Monsieur Molinari, bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Merci. Je partage un moment de votre temps là. On a comme ça l'occasion de bavarder un petit peu, ouais, je pense de vous raconter un peu vos souvenirs. Je pense que vous avez pas mal d'anecdotes et j'en ai sorti aussi quelques souvenirs que j'ai sur moi, encore que j'en oublie la moitié ou même un peu plus, parce que il y en a tellement qu'il faudrait que je fasse un livre pour les anecdotes. Ah, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Ouais. Mais je pense que vous avez encore bonne mémoire, vous avez des bonnes anecdotes à raconter. Ça commence à faire beaucoup, hein. Oui, j'avais fait beaucoup d'années. 55 ans de club. C'est pas rien. Hein. Ah, c'est beaucoup. C'est pas rien. Alors, la tradition dans l'émission, c'est de traquer à Grenadine. À Grenadine. Grenadine, santé. On boit un petit coup. Puis on est parti. Alors, j'en profite pour dédier cette émission à Claude Osnech, qui est malheureusement parti il y a quelques jours. Donc, on a une pensée pour sa famille et ses proches décédés il y a quelques jours à l'âge de 80 ans. C'était un Thionvillois passé par le FC Metz dans les années 70. Quel souvenir vous gardez de lui? Claude? Souvenir d'abord d'un grand joueur, un très très bon joueur, un joueur créatif, offensif, un joueur, ce qu'on appelait à l'époque les numéros 10, c'est-à-dire un faiseur de jeu, on va appeler ça comme ça, un faiseur de jeu. J'ai toujours un souvenir, comment dirais-je, sympathique pour lui parce que moi je l'appelais grincheux, parce que c'était un trait de son caractère. T'es un garçon adorable, mais en même temps, bougon. Il était jamais trop content déjà de ses matchs. Il était très exigeant avec lui-même, très exigeant avec, je dirais, l'ensemble des équipiers. Il voulait toujours aller vers la perfection. Donc, et puis c'était quand même quelqu'un qui, en fait, était assez réservé. On va pas dire introverti parce que le mot est trop fort, mais assez réservé. Et donc, le seul regret que j'ai un petit peu par rapport à Claude, c'est qu'une fois arrêté sa carrière, il s'est un peu détaché du club, il s'est un peu détaché du football en général. Je sais que c'était quelqu'un qui avait une vie de famille très, très soudée. Il avait une épouse très agréable et très disponible, etc. Mais ils étaient très, très axés sur la famille. C'était un cercle très fermé, et je veux dire, à la limite, comment pourrait-on dire, inapprochable presque, parce que il a vécu l'après-carrière, il l'a vécu par rapport au football assez détaché. Et c'est dommage parce que c'était vraiment un garçon, je le dis, attachant. En parlant de famille, donc vous êtes né à Villerue en 1933, mais vous avez passé vos premières années en Italie, le pays de vos racines, de 39 à 48, donc jusqu'à vos 39, 40. 15 ans, ça devait faire bizarre 15 de revenir en France. 15 ans d'Italie. 15 ans d'Italie, oui. Ouais. Quelque part, vous êtes né en France, mais né italien. Je suis né en France, j'ai des anecdotes comme ça. En fait, c'est pas des anecdotes, c'est une histoire de vie. Je suis arrivé en Italie à l'âge de 5 ans parce que ma mère avait très très peur de l'invasion des Allemands et de tout ce qu'on racontait à juste titre des Allemands. Et elle a dit, bon, on va déjà protéger le petit et puis on verra ce que nous on deviendra. Donc, ils m'ont amené, plus exactement, ma tante est venue me chercher à Metz et me voilà parti à 5 ans avec ma tante en Italie. Je me suis retrouvé donc dans un milieu familial
super adorable, où j'ai eu une jeunesse non moins adorable parce que j'étais chouchouté par tous mes grands-parents, mes tantes, et j'étais élevé un petit peu aussi dans un contexte de femme parce qu'il y avait la famille était composée de deux tantes, une grand-mère, on n'avait que le grand-père qui était un petit peu, on va dire le pilier de la maison, mais en même temps, au quotidien, dans la gestion du quotidien, c'était surtout ma tante et ma grand-mère. Donc, de ce côté-là, j'avais de l'affection et j'avais, comment pourrait-on dire, de quoi ne pas être inquiet. Parce que au départ, ma maman n'était pas présente. Elle est restée avec mon père ici pendant encore 2 ans. Et puis après, au moment où ils ont amorcé leur divorce, elle est venue me rejoindre, entre guillemets, c'est moi qui la recevais. Et donc, partant de là, j'ai passé une partie de ma vie en Italie, tout en étant, je me suis très attaché à la France. J'avais l'impression que on m'avait déplacé, quoi. Ouais. J'étais resté très attaché à la France, à telle enseigne, c'est que un des professeurs d'école, un lieu qui me fascinait pas. Mais ça a été à peu près jusqu'à 12-13 ans. Et après, j'avais autre chose en tête. Je pensais qu'au camion, je pensais qu'à travailler, je pensais que... Enfin, je suis quand même arrivé à... J'ai dit, à force de me pousser un peu, je suis quand même arrivé à 15 ans et demi, aller à l'école jusqu'à 15 ans et demi, ce qui était, j'étais content pour moi, mais c'était pas forcément ce qu'il aurait fallu faire, mais ouais. C'est comme ça, c'est la vie. Mais je suis pas d'ailleurs sûr que j'ai eu tort d'être comme ça, non. Je sais pas, on peut pas faire un bilan où tout est positif et tout est négatif, il y a du pour et il y a du contre. C'est la vie qui est ainsi faite, quoi. Alors donc, ma mère, elle vient de me rejoindre. C'était un peu plus compliqué pour moi parce que là, ma mère, elle voulait absolument que je fasse des études. Et je me souviens d'avoir pris quelques coups de balai parce que je voulais pas y aller. J'ai fait même du forcing un jour pour pas y aller. C'est à l'âge de 15 ans et demi. Un jour, j'avais décidé de plus aller à l'école. Mais plus aller à l'école avec l'idée de travailler le lendemain matin. Hein. J'avais un oncle paternel qui était transporteur. Et moi, l'idée, c'était de travailler, d'être mécano, d'être chauffeur, d'être dans les camions. C'était véritablement mon dada. Bon, et puis évidemment, en marge de ça, il y avait forcément la passion de la moto, en y ajoutant la passion du football. Et du Torino d'ailleurs. Avec le Torino. Il joue en Grenat. Il joue en Grenat. Ça vient de là, ouais, ça vient de cette époque-là. Je savais pas encore, quand je voyais le Torino, je savais pas encore que j'allais me retrouver à la tête d'un SMS Grenat. Donc, partant de là, si vous voulez, ma jeunesse, c'est un peu compliqué, compliqué, c'est pas le mot exact. Disons qu'il y a eu un changement à 15 ans et demi quand j'ai décidé de plus aller à l'école et de m'enfermer dans ma chambre avec l'armoire devant la porte pour que ma mère elle puisse pas rentrer. Elle a compris que là, c'était terminé, vraiment compliqué pour me faire aller à l'école. Et donc, elle a appelé mon père et puis elle lui a expliqué la situation. Et c'est là que mon père a dit, bon, attends, je vais venir le chercher, on va le mettre au boulot. Et donc, il est venu me chercher, je suis arrivé dans l'entreprise familiale. Et là, j'étais épanoui parce que transport, j'étais au milieu des camions. Donc, forcément, c'était, entre guillemets, mon rêve. Et voilà comment elle a démarré ma vie d'ado et de presque adulte. Ouais. Adulte. J'étais à cheval entre ado et adulte. Mais comme j'étais quand même un garçon, comment pourrait-on dire, mature pour mon âge, parce que j'avais vécu un petit peu baladé à droite et à gauche, donc ce sont des éléments qui font que et j'avais toujours aussi des amis qui étaient toujours plus âgés que moi. C'était toujours le Benjamin de l'affaire, là. Ça a été vrai même après, même quand on était très adulte. Et donc voilà un petit peu le cours de ma vie, quoi. Mais enfin, il n'y a pas que celle-là. Après, si vous voulez, comment j'arrive un jour, j'arrive un samedi du mois de mai,
je me rappelle pas avec précision la date, mais je crois que c'était le 27 ou le 28 mai, et que mon père et ma nouvelle mère et mes petits frères et sœurs que je découvre, puisque je les connaissais pas un mois avant. Et donc tout ça, ça se passe bien, l'intégration, tout de suite une osmose avec mon frère et ma sœur, avec ma belle-mère. C'était une adaptation et un changement tout à fait, comment dirais-je, tout à fait réussi. Déjà par l'aspect, je dis pas professionnel, parce que j'étais encore pas professionnel, mais l'aspect de me retrouver dans le milieu qui était un peu mon rêve, c'est-à-dire la mécanique et les camions. Celui que vous épanouissiez, quoi. Ça a bien aidé. Ça a bien aidé parce que j'étais véritablement content de mon sort à ce moment-là. Bon, même si quelque part, bien sûr, ça m'avait un petit peu déchiré de partir et de laisser ma maman et mes tantes et tout ça, puisque j'y avais vécu quand même la bagatelle de 9 ans. Donc c'était un peu difficile, la coupure a été difficile. Mais j'ai fait un choix, parce que on m'a donné le choix. On m'a dit demandant si je voulais rester chez mon oncle transporteur ou venir avec mon père. Mais je lui ai dit, j'opte pour mon retour en France, puisque j'étais toujours attaché à la France. Oui, je disais justement, l'un des derniers professeurs que j'ai eu, qui était un prof d'histoire géo, je crois, il se rappelait parce que bien plus tard, dans les années 53, 4, 5, par là, quand je l'ai revu en retournant en Italie, passer quelques jours, je l'avais revu, et il avait écrit un livre. Lui, il avait écrit un livre, je ne sais plus quel était le sujet traité, mais il me l'avait dédicacé. Et en me le dédicaçant, il avait mis à Carlo Molinari, qui ne rêvait que de France, de camions et de sport. C'est bien résumé. Et c'était un petit peu mon rêve à ce moment-là. À 15 ans, c'était ce que j'avais envie de revoir et de revivre, quoi. Parce qu'avant, en plus, avant le fait d'être transporteur et le foot, il y a aussi cette partie moto de votre vie. Vous êtes la moto, champion de France. Oui, une belle parole quand même aussi. La moto, ça c'est venu assez rapidement, dans la mesure où là aussi, quand j'arrive en France, évidemment, mon père, connaissant ma passion, forcément, j'arrive au FCMS. Je suis cadet au FCMS pendant 2 ans. Et puis, en étant cadet au FCMS, j'étais, on va dire, un joueur normal, qui n'était pas, j'étais pas un super technicien, non. C'était plutôt je dis pas un quartier, mais presque. Partant de là, mon père, qui était, disons, un supporter du football en général, mais surtout du FCMS et de la moto, des courses de moto. Un jour, alors qu'on avait, dans l'entreprise, on avait une petite moto, une 125 Alcyon, je me souviens, et qui faisait un peu mon bonheur, dans la mesure où je partais sur Platteville et partout, dès que j'avais un terrain vague, et j'allais, la pauvre moto, elle envoyait toutes les couleurs, parce qu'elle n'était pas faite pour ça. Et j'ai cassé d'ailleurs un moteur ou deux sur cette pauvre Alcyon, là, en montant en régime au point que le piston il est sorti des cils de la culasse. Et donc, mon père était aussi un passionné. Il avait couru lui-même en moto une course de côte, au même titre qu'il était footballeur et qu'il jouait en équipe nationale militaire, comme Italie, arrière gauche. Et je me souviens bien parce que les quelques photos que j'ai eues de mon père, joueur de foot, il avait un bandeau pour retenir les cheveux, parce qu'à l'époque, les Molinari, on avait des cheveux. Aussi bien lui à 22 ans que moi après. Pas beaucoup, mais on en avait assez pour mettre un bandeau. Donc je le vois encore, mon père, avec ce bandeau et jouait justement dans cette sélection italienne militaire. Il jouait avec un grand entraîneur qui est devenu après un très très grand entraîneur, qui s'appelait Rocco.
et qui a été entraîneur de Nestor Combat après au Milan AC. Au Milan AC, c'était un monsieur qui était aussi le sélectionneur de l'équipe nationale italienne. C'était un monsieur qui était de l'origine de Trieste, là-bas, tout en haut à droite, un petit peu la Lorraine italienne, là-haut, le Grand Est italien. Ouais, je vois l'idée. Ouais. Et donc, voilà un petit peu comment j'ai démarré, parce que mon père me dit, attends, un jour il achète une moto, il ne dit rien forcément, mon père il fonctionnait comme ça, il disait rien, mais il allait tout de suite à l'essentiel. Il me dit, essaye de la voir, comme ça, essaye de voir ça, là. Et c'était une moto de cross. DKV de cross. Moto allemande. 2 temps. Bon, ben voilà, de là, c'est parti, quoi. Ouais, c'est comme ça que Parti, ça, c'était en 1900, fin 49, début 50, j'avais donc, 17 ans, 18 ans. Tout juste avant les 3 titres de champion. Vice-champion et après champion. Oui, 53 et 24. Mais dès 20 ans, j'étais un peu, comment pourrait-on dire, c'était pas de la prétention, mais je me souviens d'avoir eu un journaliste de l'équipe qui était venu me voir avec mon père. Justement, on avait déjeuné à l'époque dans le restaurant du stade, là. Et j'avais dit, vous pouvez écrire que dans un an, je serai champion de France. Mon père, il a dit, il rêve, n'écrivez surtout pas ça, qu'il disait aux journalistes, etc. Dis, mais si vous pouvez l'écrire, je veux être champion de France. Et cette année-là, effectivement, je courais en 350 cm3 avec une BSA, une machine anglaise qui était vraiment faite pour le motocross, et je suis champion de France. Pour la première année, pour la première fois en 1951, je crois. Non, j'avais 53, moi. 53, 54, 55. 52, 53, non, 53, 54, 55, oui. Oui, parce que c'était donc en 53, j'avais 20 ans. Et puis après, je suis passé de la catégorie 350 aux 500 cm3. Alors là, ça allait encore plus vite. Et il y avait des chevaux, j'avais avec une super moto. Mon père, de temps en temps, il achetait une moto qui me convenait pas d'ailleurs, mais toujours est-il qu'il me demandait jamais mon avis. Il disait, ça, il paraît que ça marche bien, etc. Elle est mieux que la Gilera, etc. Alors, je me souviens qu'il m'avait acheté une moto belge qui était reconnue et connue. C'était la marque Sarolea. J'ai pris la moto là, à part le seul truc de bien que j'ai fait, enfin que j'ai réussi, pas de bien, mais que j'ai réussi, c'était on va dire en levée de rideau de l'arrivée du Tour de France. Ah, c'est pas mal. Oui, sur le boulevard, là. Ils avaient mis une forme de plateforme où on décollait, hein, forcément, avec la vitesse qu'on allait. Après, on dévolait, on faisait 30, 35 mètres, 40 mètres de saut, quoi. C'est-à-dire sur la roue, pour occuper le public. Et donc, bon, ben, j'ai fait ça avec, et puis j'ai dit, mais moi, je me sens pas bien, la moto-là, laisse tomber. Et donc, il l'a revendue, et puis je suis revenu à ma Gilera, avec laquelle je me sentais bien, parce que c'est important dans la moto, c'est d'avoir la moto qui vous colle, avec laquelle vous faites un seul corps. Et donc, avec la Gilera, je me sentais bien, ça très puissant, douceur, il y avait des chevaux, il y avait du freinage, et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé 3 fois champion de France de motocross, tout en étant entrepreneur. Non, là j'étais pas encore entrepreneur, j'étais chez mon père là. Je travaillais avec mon père. Et après vous vous êtes lancé tout seul. Vous avez pas repris l'affaire familiale? Non, j'ai pas reprendre cette passion là, comme l'école. J'ai dit non. J'ai dit à mon père, qui était un peu déçu quand même du fait que j'ai pas voulu reprendre son affaire ou travailler avec lui pour un jour me substituer, quoi. Lui, je pense qu'il avait ça dans la tête que un jour peut-être j'allais reprendre l'affaire, mais il voulait d'abord que je fasse mes preuves. Donc et moi, j'avais envie j'étais un peu fou, hein, il faut le dire entre parenthèses, parce que être là chez son père avec une affaire qui marche bien, avec les camions comme je souhaitais les avoir, et puis me dire mais moi je voulais acheter un camion pour moi tout seul. Et mon père, tu vas pas acheter un camion pour toi tout seul, tu es trop jeune, tu vas te cracher, tu vas pas réussir, tu vas faire faillite. Et moi je disais, dis toujours moi,
j'y arriverai. Alors voilà un petit peu ce début-là, quoi, le début de mon lancement dans les affaires. Que vous arrêtez la moto aussi. Vous arrêtez la moto, mais le sport revient beaucoup plus tard avec le FMS. Mais en fait, tout en étant... parce que entre-temps, je suis militaire quand même. Je suis militaire de 1953. On avait été appelé pour 2 ans. On a été libéré au bout de 18 mois par le premier ministre d'époque. Je m'en souviens parce que ça nous a fait du bien d'être libérés. C'est Pierre Mendès France. 6 mois après, on est rappelé. Alors là, vous vous remettez dans le civil, vous créez votre affaire, et ça constitue un frein dans le développement. Là, vous savez plus trop bien comment vous allez vous en sortir. Mais Dieu merci, pour créer cette affaire, j'étais associé à mon meilleur copain, d'ailleurs, avec lequel on a vécu toute notre vie, qui était plus âgé que moi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais toujours le plus jeune, le Benjamin. Roger Capy. Roger Carpi. Et Roger Carpi, ça a été véritablement quelqu'un on a vécu en parallèle, qui a été quelque chose qui est comme mon frère, quoi. Et donc, Roger, il a fait un peu le tampon pendant que j'étais soldat militaire, entre guillemets. Mais quand j'étais soldat militaire, j'étais toujours soldat militaire parce que ça me fait rire. Je m'entraînais tous les jours avec le FCMS pour parfaire un petit peu ma condition physique, qui était déjà assurée dans le transport. Parce que en dehors des camions, il y a le camion, le fait de conduire les camions, il faut charger. Puis il y a de temps en temps 400 sacs de ciment à trimballer de la cimenterie de Rombard jusque là où vous allez les livrer manuellement, parce qu'à l'époque, les sacs de ciment, ils pesaient 50 kilos quand même. Il n'y avait pas besoin d'aller à la salle de sport, là. Il n'y avait pas besoin d'aller à la salle de sport. Hein. Et donc, aujourd'hui, les sacs de ciment, ils pèsent, je crois, 25 ou 30 kilos. Hein. Donc, ils ont diminué pour la raison simple, c'est que ça tuait les gens, quoi. Ça tuait les gens, ça les tuait. Les abîmés, quoi. Ouais. Voilà. Et ben voilà, donc, me voilà parti. Après, donc, je me mariais tout de suite après. Je continue quand même une année à courir marié, mais c'est ça, c'est ce qui m'a obligé à réfléchir et à décrocher. C'est que la dernière année que j'ai couru, je venais de me marier, mais c'était pas le problème, mais j'avais aussi créé la Sodima. Et je n'avais plus le temps nécessaire pour être véritablement, focalisé sur la moto. La moto, ça venait en plus, c'était après mes affaires et après ma femme. Donc c'était devenu, je dis pas accessoire, mais pratiquement secondaire. Et puis le fait de ne plus être, de ne pas se préparer comme il fallait, de ne pas être sur les circuits bien avant tout le monde. Il fallait j'arrivais avec mon affaire, j'arrivais au lieu de partir la veille comme je le faisais quand je courais, disons, en étant chez mon père où j'avais pas les mêmes soucis. Au lieu d'arriver la veille, voire l'avant-veille, pour se mettre en place, pour faire tout ce qu'il faut faire pour que les machines soient bien avec le mécano et tout. J'arrivais le matin même, je partais courir dans la région parisienne par exemple, le matin à 5 heures pour arriver à courir à 14 heures. Alors c'était plus compatible, quoi. Alors un beau jour, je suis rentré d'une course à Lavore dans le Midi, et puis j'ai dit à mon manager, qui était mon père, j'ai dit j'ai arrêté. Et il m'a dit, si c'est pour aller faire le couillon jusque dans le sud de la France, t'as qu'à arrêter. J'ai dit bon, oui, parce qu'en fait, en plus j'avais cassé les 2 moteurs le jour-là. Alors là, je rentre sans résultat forcément, avec 2 moteurs cassés. Alors là, ça a été, disons, la fin de ma carrière. J'ai mis les motos dans un box et je m'en suis jamais pu occuper. Je sais même pas ce qu'elles sont devenues si vaguement, puisque j'en ai retrouvé une de mes motos. J'ai retrouvé. Elle existe encore en Italie. Je l'ai vue sur le salon je connais le propriétaire maintenant et tout. Oh, c'est marrant ça. Ah oui. Je vais vous montrer la plaquette là. Et donc je sais qu'elle existe. Je sais ce qu'on a fait ensemble. Et je suis content de savoir à qui elle appartient. Voilà, donc ça, je suis à ce moment-là, je suis à quel âge? Je suis à 23 ans. 23 ans.
Et 10 ans plus tard, à peu Même près, marié. 10 ans plus tard, à peu près, vous devenez président du FCMS. 12 ans. 12 ans. Et assez jeune, 34 ans. 34 ans. C'est jeune, hein, pour être président d'un club. Ah ouais, ben je vous ai dit que j'étais un peu fou. Ouais. C'est vrai. Un peu quelque La preuve, hein. Ouais. Mais la suite vous a donné raison quelque part. Parce que vous avez bien duré dans le. Et moi, j'ai tout ce que j'ai fait, généralement, j'ai fait très jeune. La preuve que j'ai dit que j'allais plus à l'école. Bon, ça c'est une décision. Après, je décide pas poursuivre l'entreprise familiale. Après, je décide de me marier à 23 ans. Mais enfin, à 23 ans, mais j'avais connu ma femme de l'âge de... Grâce au motocross. Grâce au motocross, oui, c'est vrai. Je l'avais connu à Montour-la-Montagne un jour de course là-haut, sur le plan local. Et c'était une course régionale, c'était pas un championnat de France, mais une course internationale. Donc, voilà. Après, je me marie à 23 ans. À 25 ans, je suis père. À 47 ans, je suis grand-père. Donc, c'est jeune, c'est vrai. Je fais les choses assez jeune. Et à 34 ans, président. C'est Pierre Albert, rédacteur en chef du Républicain Lorrain, qui vous parle du poste. C'est comme ça que ça se fait un petit peu, votre arrivée à la présidence? Ben, mon arrivée à la présidence, elle vient aussi du fait que c'est le motocross, le fait d'être pilote de motocross, qui m'a fait connaître les journalistes du Répu. Les Pierre Albert, qui était le patron de la rubrique, et on a fait un bout de parcours ensemble, entre le patron du Républicain Lorrain, qui m'avait remis une médaille, je sais plus, de reconnaissance du Républicain Lorrain et tout ce qui s'ensuit. Lorsqu'on m'avait remis à la Fédération française de moto, place de la Concorde, c'est là qu'on remettait les trophées aux champions, dans les clubs, dans le palais de l'Automobile Club, place Vendôme. C'est pas un palais, mais en fait c'était un immense bâtiment dans le dos de l'Élysée. Pas bien loin de l'Élysée. Et voilà, donc, que vous dire de plus, c'est qu'après elle a pris son cheminement, donc je suis resté de 56 à 67 sans activité, on va dire sportive, parce que j'ai pas tellement suivi le motocross après. Par contre, j'étais immergé dans le foot, j'étais complètement un supporter acharné du FCMS. Je crois que j'ai jamais raté un match à domicile, sûr. À l'extérieur, j'y allais pas trop à l'époque, mais à domicile. Mais en même temps, j'étais toujours dans la mouvance du FCMS. Je connaissais les joueurs, avec ceux avec qui je m'étais entraîné, ceux qui étaient arrivés de courte date. J'étais toujours là, quoi. Et c'est comme ça qu'un jour, Pierre Albert me dit, j'ai une idée pour toi. Oh, quoi? Tu devrais essayer je vais essayer de voir. Ici, il y a un problème. M. Herlaury est décédé. Il n'était pas décédé, il est décédé après. Mais il y a M. Laurie veut arrêter. Il a mis en place un président qui s'appelle M. Maillère, Paul Maillère. Il n'a pas envie de continuer. Il faudrait que tu t'intéresses à ça. Encore il y a encore un truc fou sans trop réfléchir. Je dis ouais, pourquoi pas. Bon, FCMS, j'adore. Bon, ben c'est fou. Il y a moyen de faire quelque chose ici. Je m'en occupe. Et il commence à préparer forcément les gens qui devaient être les décideurs quelque part. À savoir Monsieur Paul Meyer, le comité directeur, lui qui informait évidemment son comité directeur, parce que lui n'avait pas envie, si vous voulez, était là un peu on l'avait mis en place parce que M. Herlaury était défaillant, quoi, ou ils étaient fatigués de voir M. Herlaury, quoi. Il y a eu quelque chose de cet ordre-là, je sais plus très bien. Et résultat de l'opération, un beau jour, il m'appelle, il me dit, je t'ai pris rendez-vous avec Paul Meyer. Il vous a tout organisé. Ah ouais, il a tout organisé. Il a dit,
t'es pris rendez-vous, dis-moi quel est ton jour, je vais l'appeler, etc. Tu vas le voir. J'ai dit, bah écoute, il faut dîner avec lui, on dînera avec lui. Et je dînais à tête avec monsieur Meyer, qui était le président depuis 2 ans, quoi. Et c'est l'année de la montée aussi, hein. C'est vrai. Par Bastia, qui était, il y avait un joueur non qualifié à Chaumont, etc. Je vais pas rentrer dans le détail, mais et donc je dîne avec le président en question à l'Ermitage, parce qu'il y a un très bon restaurant à l'époque, c'était l'Ermitage à Lessy, qui était devenu après une école privée. Et voilà, et bien là, on se met d'accord. D'abord, il fallait qu'il apprenne à me connaître. Il me connaissait comme sportif, mais il me connaissait pas forcément comme homme. Donc, on a commencé à discuter, voir un petit peu comment on pouvait faire la transaction, la transmission des pouvoirs, etc. Et parce qu'à l'époque, on était des associations, hein. C'était pas du football professionnel avec des capitaux comme il y a aujourd'hui. Donc on était une association comme le tennis, comme le hockey ou comme le rugby. Donc il fallait aussi que il y ait un consensus de son comité directeur et en même temps avoir un peu l'aval moral des gens qui étaient importants pour l'époque, à savoir le maire de Metz qui était Raymond Mondon. Le préfet qui était Jean Laporte, le père Monsieur Desmanges qui était le patron du Républicain Lorrain. C'était les 3 personnages sur lesquels il valait mieux avoir un avis favorable, parce que Sinon ça passait pas, ouais. Je sais pas, c'était quand même une grosse chose pour l'époque, et un illustre inconnu comme dirigeant, parce que j'avais jamais été dirigeant sauf d'entreprise. Et donc unanimement, c'est pas le cas, je dis majoritairement. La majorité de tous ces gens-là étaient pour, c'était l'enthousiasme, bravo Carlo, c'est bien. J'ajoute que je m'appelle Charles, hein, pas Carlo. Oui, c'est vrai. Enfin, ça c'est un détail, mais je continue à m'appeler Carlo. Charles, c'est l'état civil. C'est vrai. Charles Pascal. En général, c'est l'inverse, hein. Le prénom, en général, le prénom des origines, et on le francise en arrivant en France. Vous avez fait l'inverse. Non, mais moi, à l'origine, j'étais français. Oui, c'est vrai. Je suis toujours français. Mais je veux dire, j'avais un nom français. Pourquoi pas? Alors là, c'est une parenthèse d'intégration. Mes parents voulaient absolument. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis arrivé en Italie, que j'avais pas un mot d'italien. À 6 ans. Et je me retrouve 2 mois après à l'école, au mois de septembre, je fais la rentrée. J'ai vite fait d'apprendre l'italien. Mais alors que mes parents avaient décidé, avec la famille qu'on avait ici, eux, ils parlaient déjà français parce que j'étais là depuis une génération ou deux, de faire qu'on s'intègre et puis qu'on parle français. Donc, je perds un peu le fil, là, j'arrive quand même. 67, la présidence, donc. À la présidence. Bon, me voilà président. Enfin, me voilà président, oui. Ah oui, non, je disais unanimité, non. Majorité, parce que mon père était pas tellement d'accord. Comme souvent, vous êtes. Mon père était pas tellement d'accord, il m'a mis en garde, il m'a dit fais attention, faut pas, il a dit assez à mes amis, et surtout aux gens qui m'avaient, Pierre Albert et compagnie, le maire de Metz et tout, il a dit ouais, mais moi, je suis quand même assez réservé parce que je connais Carlo, il va s'investir à 100% là-dedans, il a son affaire, et il a sa famille et tout. C'était un risque quand même à l'époque. 34 ans en plus, c'est jeune pour prendre. Oui. On avait des joueurs qui étaient plus âgés que moi. Ouais, c'est vrai. Bon, résultat de l'opération, vous connaissez la suite, comme ça, c'est parti, et puis c'était parti comme ça. Vous avez pas mal professionnalisé le club, parce qu'à l'époque, voilà, il n'y avait pas les staffs de 8 personnes comme aujourd'hui, alors il fallait recruter un kiné, recruter un médecin, refaire les vestiaires, ça aussi, c'est tout un investissement financier. Je veux dire, alors là, je me rappellerai toujours de Georges Zinca, qui était un capitaine exemplaire et un garçon extraordinaire, sérieux, professionnel, qui disait toujours, il avait été marqué par le changement que j'ai apporté dans l'année qui est venue, quoi. C'est-à-dire, je dis, mais il y avait 14 joueurs à l'époque, hein, pas beaucoup plus, 14-15, parce qu'il n'y avait pas de remplaçants.
Mais c'est vrai que c'est venu plus tard. Le joueur, les 11 joueurs, on jouait aux joueurs. Après, on a eu un remplaçant qui, lui, ne pouvait pas rentrer en cours de match. Il était juste là jusqu'à l'échauffement. S'il y avait un pépin, l'échauffement. Okay. Donc, si vous démarrez à 11, c'était fini, vous êtes resté à 11. Donc, il avait trouvé fortement un changement énorme parce que j'avais amené tout de suite médecin, kiné, transformé les vestiaires. Et puis, on s'est attaqué au stade qui était vraiment obsolète à mort, hein, qui était... de temps en temps, il faudrait ressortir des photos de 1967. Il y en a d'ailleurs. On a commencé à attaquer derrière les buts. Manuellement, hein, je veux dire, presque manuellement, parce que sans le concours de personne. Hein. Dans la mesure où on a fait ça avec les entreprises locales, on a ramené de la terre pour mettre des gradins tassés comme ça, avec des retenues, des planches en bois pour pas que l'affaire s'échappe. Et ça, c'est là que ça a commencé à modifier, à changer, à devenir un club. Les joueurs étaient très contents, je veux dire, très contents de l'évolution. Puis on sentait qu'il y avait la volonté de changer, d'aller de l'avant, et ça s'est effectivement confirmé. Parce qu'au départ, quand je suis arrivé au stade, enfin, au départ, comme dirigeant, le stade, il y avait une piste en cendrée. Ouais. Aujourd'hui, la première chose qu'on a faite, et là, j'ai vu un concours avec un joueur aussi qui m'a beaucoup aidé dans ce domaine-là, c'était Robert Chepagnac, qui est arrivé, et lui est arrivé de Strasbourg, et il était joueur à Strasbourg et militaire à Strasbourg. Et lui, il avait des idées, ce garçon-là. Et des idées, il a dit, président, il faudrait qu'on change les portes comme ça, les vestiaires, il faut qu'on fasse des armoires, il faut qu'on agrandisse, on est dans un tuyau là-dedans. Et on a commencé à taper un peu dans les murs et partout. Et puis, le reste est arrivé. C'est les joueurs qui faisaient les travaux, c'est marrant. Et ça s'est retranscrit sur le terrain, parce que tout de suite, vous faites une bonne saison, 6e, et Georges Maca, justement, dont vous parliez, meilleur latéral. Quand même qu'on était 5e la première année. 5e. Ah, moi, j'ai vu 6e, mais en tout cas, j'ai vu 6e, mais je crois qu'on était 5e. La deuxième année, on est 3e. Et Georges Maca, meilleure défense. Et Georges Maca, première saison où vous êtes là, il est élu meilleur latéral par France Football. Voilà. Déjà. Donc c'est belle saison pour vous. Ouais. Vous faites effectivement. Mais vous savez, c'est juste une petite parenthèse pour parler de Georges Maca et les garçons de cette époque-là. C'était des garçons merveilleux. Merveilleux. Il y avait un état d'esprit exceptionnel. Exceptionnel. C'est comme ça que vous faites 3e, effectivement. La deuxième année. Après, je sais plus. Après, ça a toujours... après, on s'était un peu stabilisé toujours entre la 6e et la 12e place. Il y a eu des moments difficiles aussi où on s'est retrouvé dernier. Il y a le premier match de Coupe d'Europe aussi avec Naples, Hambourg et Naples qui viennent les Coupes des Villes de Foire, ça s'appelait à l'époque pour les Coupe des Villes de Foire. Oui, une année on l'a joué, c'était contre Hambourg ça. Mais avant ça, j'avais déjà organisé, je dis parce que l'idée était la mienne, mais après on était ensemble pour l'organiser, des matchs amicaux avec des gros clubs. Je me souviens qu'on a eu Borussia Dortmund en amical, en 1967, vous voyez à peu près ce que ça peut faire à Metz, c'est courant, qui était en deuxième division, qui allait monter, Borussia Dortmund, en amical. On a fait l'équipe nationale de Roumanie, pour le jubilé de René Fuchs. Et puis, la Bologne, FC Bologne, en amical. Il fallait les faire venir, des équipes comme ça, mais je me suis tout de suite bien senti dans le milieu. Avec les organisateurs, avec un monsieur qui s'appelait Ukrenchik, qui avait les contacts avec les clubs étrangers pour organiser ces matchs. On a donné des mouvements, quoi. On a changé les choses, quoi. Premier match à domicile, alors que la moyenne, il me semble, la moyenne générale du club était de 3200 spectateurs. Premier match à domicile, 11 000 spectateurs. Ils ont tout cassé en plus, parce que le stade n'était pas fait pour ça. Et je me souviens, ils ont démonté le grillage du côté où il y a maintenant la tribune nord, là. C'était des couverts, ils ont gardé un couvert.
avec du grillage. Il y en avait sur le toit des gradins. C'est une autre époque, ouais. C'était une autre époque, hein. C'était quelque chose de fabuleux, quoi. Et c'était quoi votre secret pour faire venir est-ce que vous aviez toujours le bon filon pour faire venir des bons joueurs, même à moindre coût en plus? Vous parliez de Nestor Combin tout à l'heure, vous le faites venir du Milan AC quand même. Hein. Ouais, mais quand vous êtes immergé et que vous avez la passion, forcément, vous arrivez à développer les relations. Et quelque part, à l'époque, il n'y avait pas d'agent. C'est vrai aussi. C'est ce que raconte Castendesh dans le documentaire Carlo Passion Président. Il disait que la négociation se faisait de président à joueur et avec Sylvain qu'on serrait la main et après on a fait 5 ans de renouvellement. T'assieds de reconduction, quoi. On se taper dans la main, dites, d'accord, les conditions elles te conviennent? Oui, bon, c'est bien, allez, on roule. L'année prochaine, parce que quand il est revenu de Toulouse, il avait fait Saint-Étienne et Toulouse, et il avait quand même déjà 31 ou 32 ans. Et donc, il fallait voir les ans, on ne sait pas, il disait, oh, je sais pas où j'en serai l'année prochaine, allez, vas-y. Et tous les ans, et ça en a fait comme ça 5 ans. Oui, non, mais c'était différent, donc, si vous voulez, il fallait téléphoner au président de Milan, pour dire, voilà, Carlo Molinari, Metz, je suis intéressé par votre joueur, combat, qu'est-ce que vous voulez en faire? Et c'est comme ça que j'étais en vacances à Ajaccio avec ma famille, et des couples d'amis, parce qu'on partait toujours en vacances à 2 ou 3 ou 4 couples. Et ma femme et mes 2 enfants, ils sont repartis d'Ajaccio pour Luxembourg, et moi je suis reparti d'Ajaccio, Marseille, et Marseille-Milan. Et vous êtes allé le chercher au Milan? Et je suis allé à Milan pour faire signer combat et revenir avec la commande de combat, avec du bon commande, avec le contrat de combat. Et c'était quoi vos arguments pour faire signer un joueur du Milan, lui dire bah viens jouer à Metz? Les arguments, c'est qu'il n'y avait pas autant de différents. C'est vrai aussi. Il n'y avait pas, c'est pas le Milan d'aujourd'hui avec le Metz d'aujourd'hui. Les choses se sont un peu, par le biais des moyens, de l'économie, on s'est peu écarté, mais à l'époque, même après, j'ai fait revenir, je suis allé récupérer beaucoup de joueurs. Et je parle pas des Hasanovic, des Kubik, ça m'était relativement, moi je faisais ça. Tous les ans, il y en avait un qui sortait, c'est vrai, que vous alliez chercher. Par contre, il y en a un qui vous est passé sous le nez, et on l'apprend aussi dans le documentaire, il témoigne, c'est Michel Platini. Ah, Michel Platini, alors ça c'est une histoire de fou. Ouais. Généralement, on me disait d'ailleurs, c'est vrai, c'est en partie vrai, que je faisais tout moi-même. Et puis un beau jour, j'ai eu envie de dire, je vais quand même m'appuyer sur des gens autour de moi. Alors, pour un directeur sportif et un intendant qui était M. Vatrin. Et le directeur sportif, c'était Jacques Favre. Et les deux combinés, ils ont arrivé à me faire rater Platini. Pourquoi? Tout simplement parce que je connaissais bien Aldo Platini, le père. Le père, c'était un super joueur. C'était un joueur, très honnêtement, il avait la valeur de Michel. Hein. Et il aurait pu être un très grand défenseur central, mais Aldo, très très grand. Bon, il n'a pas joué en professionnel. Il n'a pas joué parce qu'il n'a pas voulu. Parce qu'à l'époque, être professionnel, c'était pas un métier de football. Presque. C'est ce qu'on entend souvent, oui. Ouais, mais c'était, lui, il était instituteur. Il avait la passion pour le foot, c'était un grand joueur, un jeuf. Il était un peu comment pourrait-on? Ouais, la star du coin. L'avait café des sports, était immergé à mort dans jeuf, etc. Et puis il y a eu le Mickey Mouse, là, qui est arrivé et qui tapait dans les portes, là. Michel Platini. Et donc, pourquoi on l'a raté? Parce que je m'en suis pas occupé, hein, je veux dire, au départ. Pourquoi déjà, au départ? Michel, il a jamais eu une sélection régionale. Ni en cadet, ni en minime, ni cadet, ni dans les écoles, dans les études de jeunes, ouais. Dans les sélections de jeunes, il n'a jamais été sélectionné en Lorraine. Et une fois ou deux, quand il a été sélectionné, les entraîneurs et les sélectionneurs d'époque disaient toujours de Michel, ouais, le fils à Aldo. C'était pas Michel, hein. Le fils à Aldo, ouais. C'est moyen, c'est... Ah, il a un pied droit, il est bon, c'est un bon pied, c'est sûr. Mais alors, il faut un bulldozer pour le retourner, et un gros cul, texto, hein.
Il a un gros cul, là, du Malsaut. Alors déjà, on est un peu conditionné par le jugement de ces gens-là. Et alors, mes deux zèbres, là, Vatra et se jettent la responsabilité l'un à l'autre. On se sent que, oui, je t'avais dit d'y aller, toi. Non, mais t'avais dit que t'allais, toi, voir Platini. Et il y en a eu un qui était plus malin que nous, qui s'appelait Claude Cunet. De l'AS Oui. Lorraine. Oui, le président fondateur de l'AS Lorraine, que c'est vraiment un ami très proche et très sincère encore aujourd'hui. On communique, j'ai encore eu, on s'envoie des textos parce que il a pas une santé très, comment dirais-je, en très bon état. Et donc, lui, il a été meilleur que moi sur ce coup-là. Il est allé récupérer Michel Platini, mais il a fait mieux que ça. Il a donc engagé son père et sa mère, et tous les Platini sont partis à Nancy. Ouais. Mais Michel Platini a fait une détection, il a fait des stages. Ah oui, il a fait une détection. Bon, alors la détection. Et il y a l'histoire de la visite médicale aussi. Alors, la visite médicale. C'est-à-dire, on a un entraînement. Non, c'est pas un entraînement, c'est un stage de vacances. Stage de vacances, stage de détection. Détection. Et il vient et il confirme même à nos entraîneurs ce qu'on disait des sélections. Ouais, le lourd, il y a du mal, ouais. Mais enfin, il y a quelque chose, etc. À la fin du stage, René Fisch, qui était l'entraîneur, il prend le groupe et il l'amène. Attendez, je coupe. Et il l'amène. Je crois que vous avez décroché. Les aléas du direct. Décroché et raccroché. Oui. Désolé. Et donc, il l'amène au Palais des Sports, où il y avait une détection omnisport. C'est-à-dire qu'il y avait un médecin qui faisait partie de la ville de Metz, pas en tant qu'employé de la ville, mais il était là à la demande de probablement l'organisation de la ville, je sais plus trop exactement. Et donc, ce médecin en question, il fait faire des tests de ce qu'on appelle le test au spiromètre, de souffler. Puis Michel, comme il déconnait tout le temps, il a dû déconner avec, je sais pas quoi. Il a dû souffler à l'envers, enfin, il a catastrophe. Et l'autre, il a écrit noir sur blanc sur le sur le test respiratoire, inapte à la pratique du sport professionnel. Parce qu'il avait un gros cœur. Un gros cœur. Alors, il a un gros cul. Ah ouais. Il avance pas. Il a juste un bon pied droit, il faut le voir. Et il a pris 3 ballons d'or. Ah ben non, attends, il sait même pas respirer. Il peut pas. Bon, j'ai pas été plus loin, quoi. Mais là, après, j'avais les boules, quand même, hein. Et c'est pour ça que je me suis dit, alors, les deux là. Plus jamais, alors. À partir d'aujourd'hui, je m'en occupe, moi. Ce qui fait que, j'ai dit, ils nous ont pris, parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Ils nous ont pris Platini, mais il y avait 2 joueurs qui étaient vraiment les joueurs vedettes après lui, après Michel. C'était Bernard Zégnier, qui poussait, et Patrick Battiston. Et Bernard Zégnier, qui m'a raconté que vous alliez le voir tous les jours, vous alliez tous les jours chez son père pour le convaincre de signer, pendant une année, hein. Pendant une année, il m'a raconté ça dans l'émission. Tous les jeudis. Vous allez tous les jeudis à... Je veux dire pourquoi tous les jeudis. Il y a une raison aussi. Donc, et j'ai dit, ils nous ont piqué Platini, mais les deux là, ils vont pas les avoir. Et c'est là que, comme j'avais une affaire que j'ai encore un peu maintenant, une affaire de transport à Luxembourg, et tous les jeudis j'allais à Luxembourg dans mon affaire de transport. Et tous les retours de Luxembourg à 5h30, 6h, Florange. Et j'en ai bombé, hein, avec eux, parce qu'ils en voulaient pas, ils voulaient pas venir à Metz. Hein. Lui, Bernard, oui. Son père, non. Sa mère, moitié, et son père, pas du tout. Pourquoi? Parce que il avait été joueur à Metz, un très bon joueur d'ailleurs. Et à l'époque, il y avait pas, si vous voulez, la qualité chirurgicale d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous avez une rupture des croisés,
vous les refaites. La plus belle image qu'on ait des croisés, c'est Udol. Mathieu, là, c'est exceptionnel, ce garçon-là. Il s'est fait les croisés, c'est la 4e fois. Et là, ça a l'air de tenir. Donc, il n'y a pas de problème. Ouais, toucheur du bois. Donc, le père Zénier fait les croisés. Et des croisés, c'est difficile de jouer parce que vous avez le genou qui est pas maintenu, quoi. Et le club, le FC Metz, par ses dirigeants, l'a laissé un peu tomber. Ils se sont jamais occupés de lui, donc il avait une dent contre l'FC Metz et ses dirigeants. Mais lui, c'était pas spécialement, il englobait tout, quoi. L'FC Metz, c'était l'FC Metz. Alors, il y avait cet aspect-là. Le deuxième aspect, c'était Madame Zénier, qui, elle, tenait un peu les cordons de la bourse. Et qui, comment pourrait-on dire, malheureusement pour l'FC Metz, elle comparait à l'époque le salaire de Serge Zénier au FC Metz avec son beau-frère, Bruno Rodzik, qui lui en équipe de France et jouait à Reims, qui était le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui. Alors forcément, il y avait un déséquilibre. Elle disait, ouais, puis en plus, l'FC Metz, vous payez pas. J'ai mis très longtemps à expliquer que c'était une question d'hommes, quoi. De gens. L'FC Metz, je dis, l'FC Metz, en tant que structure, en tant que club, il y est pour rien. S'il avait eu des dirigeants différents, peut-être qu'ils auraient agi différemment. Alors moi, aujourd'hui, je vous dis que on va essayer de faire que l'FC Metz puisse, comment dirais-je, effacer un petit peu toute cette réputation qu'il y avait aux alentours. Mais tous les jeudis, j'étais là-bas de 5h30, 6h jusqu'à 19h30. Et j'ai entendu un jour, elle est allée me chercher une boîte de chaussures vides où il y avait tous les bulletins de salaire. Le soir, moi, j'étais là, à dire, oui, vous avez raison, je comprends. Je comprends, oui, mais c'est le passé, c'est pas l'FC Metz d'aujourd'hui. Et elle, donc, j'arrivais pas à m'en sortir. Et ça traînait. Ça a duré une bonne année, hein, ce cinéma-là. Et il y avait des gros clubs sur Bernard, notamment le club qui était à la pointe à l'époque, c'était Saint-Étienne. Et il y avait le directeur sportif de Saint-Étienne qui s'appelait Garonner, qui lui venait aussi toutes les semaines. Ça défilait, Laurent, là. Ah ouais, ça défilait. Alors, ce qui nous a sauvés, ou ce qui m'a sauvé, c'est que Bernard préférait rester au FC Metz. 2, que sa mère, ça l'a chagriné un peu de perdre son fils de 16 ans, de le retrouver à Saint-Étienne ou ailleurs. Plus loin, oui. Plus loin, donc... petit à petit, tous les arguments... Oui. Et puis, il y a eu un élément déclencheur qui a fait basculer l'affaire. C'est Bruno Rodzik, le beau-frère, qui a dit un jour, il nous a réunis, il a dit, bon, maintenant, ça suffit. Ça fait 1 an et demi que vous trifouillez avec cette affaire-là. Carlo, tes conditions, c'est ça? C'est ça? Oui. Elle a dit au beau-père, à son beau-frère, à Serge, il a dit, bon, allez, signe-moi ça, et puis n'en parlons plus. Il avait 16 ans à ce moment-là. Ah, il a fait l'agent de Bernard. Bah, il a fait surtout le médiateur. Ouais. Il a dit, c'est pas possible, parce que ça tourmentait tout le fonctionnement de la vie familiale, ça. La belle-sœur, le beau-frère, et puis après, on est allé, entre guillemets, fêter cet événement. Je me souviens, c'était au buffet de la gare, à Ars-sur-Moselle. Toute la famille Zénier et moi, et je sais plus qui, j'avais pris quelqu'un d'autre du club. Voilà un peu l'affaire Platini, qui a débouché sur l'affaire Zénier-Battisto. Et la saison marquante de cette période-là, c'est 75-76. Vous faites 6e demi-finale de coupe. Ouais. Meilleure attaque du championnat, avec Georges Huard qui est élu meilleur entraîneur par France Football. Ouais. Et il y a le tandem Purioni, 28 buts toutes compétitions confondues, et Nico Braun, 17 buts. C'est pas mal, ça. Il paraît que c'était spectaculaire à cette époque-là, le foot à Saint-Symphorien. D'ailleurs, à eux deux, ils mettent 45 buts l'année suivante aussi. 72 buts à eux deux, ils ont mis l'année là. Ah, c'était fort. C'est fort, mais Curioni aussi, je l'ai eu parce que moi je l'ai voulu. Si j'avais écouté les techniciens de chez nous, on l'aurait pas pris. Pourquoi?
Parce que René Vernier était l'entraîneur à ce moment-là, avant Huard. Et après, Huard est devenu était entraîneur du centre de formation Huard. Et il est devenu entraîneur de l'équipe première parce que René Vernier a fait une maladie du sang, là, comment elle s'appelle, la maladie du sang, là, qui Leucémie? une infection, ça va me revenir. Ça a toujours été qu'il était incapable d'entraîner, donc j'ai pris Huard pour le mettre. Et donc, René Vernier, à ce moment-là, il était entraîneur. Et puis je lui dis, moi, il y a ce Curioni, là, putain, moi, il m'inspire. L'Argentin, déjà, l'Argentin, c'est toujours, on se trompe rarement sur les Argentins. Ces Argentins, c'est pas les Brésiliens. Brésiliens, ça peut être Une chance sur deux. une fois sur deux parce que ils sont différents dans la philosophie de vie. Les Argentins, c'est dur, c'est comme les Uruguayens, c'est pareil, c'est des mecs, on se trompe jamais sur l'aspect volonté et engagement d'un Argentin. On peut se tromper sur la qualité du joueur, mais pas sur sa volonté de réussir. Les Argentins curionnés, là. Il me dit, je vais téléphoner à José Arribas, l'entraîneur de Nantes. Il appelle, et à l'époque, on avait une télévision fixe dans les vestiaires. Il me donne l'écouteur. Ah, José, bonjour, René. En plus, les deux avaient une philosophie de jeu très proche. C'est-à-dire jouer au ballon, triangle, etc. Un peu comme aujourd'hui, c'est Stéphane Mignon. C'est des joueurs. Hein, pas de profondeur. Si, profondeur, mais en la montant un peu à la Barcelone. Plus que Barcelone, mais plus vite, parce que sinon on s'endormait à une époque Barcelone. Ceci étant dit, j'écoute René Vernier qui dit, bon, José, alors, qu'est-ce que tu penses de Curioni? Il me dit, Curioni, qui dit, impossible de jouer avec lui. Ah bon, impossible de jouer avec lui. Pourquoi? Ben alors il explique. Il explique qu'avec le ballon, il pense qu'aller au but, c'est forcément, ça correspondait pas à la philosophie de jeu d'Arribas, qui avait un football tout à fait magnifique à voir. Et que ça a perduré. D'ailleurs, Nantes a été longtemps, pendant des décennies, et ils se sont appuyés là-dessus, parce qu'après Arribas, il y a eu Suodo, après Suodo, il y a eu des Noué, et les trois ont toujours maintenu, si vous voulez, cette philosophie de jeu, un petit peu aujourd'hui encore avec Camboire. Et quand il décrit Curioni, comme il l'a décrit, on n'a plus envie de le prendre, quoi. Moi, je raccroche. C'était pour vous dissuader, peut-être, de le prendre. Hein? C'était pour vous dissuader de le prendre. Pas forcément. Ouais. Non, ils se sont parlé à cœur ouvert entre eux. Vraiment, ce qui parlait, Arribas, ça le gênait pas de l'avoir, mais ça le gênait pas non plus de le voir partir. Il raccroche et me dit, alors, qu'est-ce que tu vas passer, président? Vous êtes toujours d'accord? Je dis, moi, oui. Moi, je sens. Moi, je pense que dans notre contexte, il peut faire. Forcément, René Vernier demandait à voir, quoi. Et on fait venir Curioni. Et il arrive au mois de décembre. Froid. Curioni, il fallait le connaître. Et comment pourrait-on dire? Très réservé. Introverti, même. Il arrive froid. En Metz, à l'époque, il faisait pas comme aujourd'hui, hein. Les hivers, c'était pas pour rigoler. Et nous, là, il arrive, bon, signe un contrat, je sais plus, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peu importe. Nous, la partie, match amical. Préparation match amical à Hombourg, qui était en 2e division allemande, Hombourg-Sarre. Et on joue là-bas, dans la neige. Match. Je suis là-bas, gelé comme un Finlandais, là. Je dis, putain, elle en pique pas une. Je dis rien, mais catastrophe. Tout à l'envers. Il ratait tout. Les contrôles, on le trouvait pas dans le jeu. C'était là, il y a toujours
toujours le discours de Ouais, ça dernier résonne. d'Arribas qui me revenait. Et putain, là je me suis peut-être planté. Et c'était au mois de février, ça. Ouais, début février. Février, on fait des matchs en championnat. Catastrophe aussi. Le mois de mai arrive, mois d'avril arrive, et on est toujours dans la catastrophe. Hein. Ils marquent pas, t'en piques pas une, désespéré comme tout. Vernier, tu me disais rien, mais qui pensait, tu l'as vu, t'as voulu te tromper, tu l'as là. On va jouer à Monaco. On est 19e. Et je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de la routine? 19e, il faut que je fasse quelque chose. Je vais changer l'état d'esprit, je veux créer quelque chose. Et je dis au coach, qui était encore Vernier, j'ai dit, coach, ce soir, on reste pas à l'hôtel. Ah bon? On était à l'hôtel à Villefranche-sur-Mer. Non, plus près de Monaco. On était plus près de Monaco, là-bas, au bord de mer, je sais plus où, là. Dis donc, ce soir, tout le monde à San Remo au restaurant. Bus, on le garde. San Remo, c'est à 40 km, 45 km de Monaco. On va manger à San Remo. C'est des trucs qui sont vraiment, il faut être là encore fou pour faire des trucs comme ça, quoi. Sortir des standards. Certains qui auraient moi-même, j'aurais pu dire un autre jour, non, les gars, demain, on est sérieux. Non, là, ça me prend, ça, je sais pas pourquoi. Il faut que je fasse quelque chose. Nous voulons manger, nous voulons dîner le soir à San Remo. On dîne. Bonne ambiance, forcément une bonne ambiance, forcément. Au restaurant, commander tout ce qu'on voulait, etc. Pas de repas sportif, pas de jambon cuit, pas de carottes, et pas spaghetti, etc. Match Monaco-Metz, 15h. Match démarre. 25e minute. Des Lyonnais, un des grands attaquants de l'époque. Boum, but. Metz, Monaco 1, Metz 0. Et entre-temps, Curioni, il avait eu 3 ou 4 situations vachement favorables. Et il a tout fait avec. Il frappait là-bas, on appelait ça les singes, parce qu'il y avait le zoo au-dessus il frappait sur les singes, il frappait dans la mer, et il a tout fait, quoi. Alors, il devait avoir les boules, mais il a les boules à la mi-temps, il est rentré. Il avait la rage au fond. Parce que bon, c'était un gagneur, quand même. Comme je disais tout à l'heure. Rentre la deuxième mi-temps, elle démarre. Il y a André Tota qui déborde sur le côté droit. Il centre. L'autre, il te fait une volée de droit. Mais de rage. De rage, parce que lui, il frappait toujours en puissant, en force. Il attrape les 3 barres. 1 à 1. Et de là, il est parti. Ah, c'est ce but-là qu'il a... Et de là, il y avait, je me rappellerai toujours, il y avait un journaliste de l'équipe qui nous suivait, qui s'appelait Victor Sinet. Et qui avait écrit dans ses papiers du lendemain, ou sur le lendemain, Metz, une équipe qui ne descendra pas. Parce qu'en deuxième mi-temps, après on gagne, Beta qui remarque, on gagne 2-1 à Monaco. Qui jouait pour être champion. C'était premier. Donc, c'est parti de là. Et après, il a fait une saison, on doit terminer, je sais plus, au 12e, 11e, quelque chose dans ce goût-là, pour vous dire que ça tient à des fois à peu de choses. Ça part de votre décision d'aller au restaurant. Malheureusement, quelques années plus tard, mai 78, il y a cette fin d'aventure pour vous au FC Metz, en horaire finalement. Un des membres du comité qui finalement vous donne pas son vote et bascule dans le camp d'en face, ce qui fait que vous n'avez pas la majorité. Ouais, c'est bien, c'était pas bien à l'époque, j'ai traîné ça longtemps parce que qu'est-ce que je peux dire de ça? On va pas s'éterniser parce que je pense que on va revenir là-dessus. Ouais, je dis simplement que ça a été une bonne leçon de vie. Je suis devenu un peu moins naïf, dans la mesure où j'ai toujours, moi, dit, oh, c'est des copains, on fait ça en copains, etc. Et puis, j'ai compris qu'à un certain moment,
il y a des intérêts financiers qui peuvent faire basculer une vie. Oui, c'était un assureur à qui on a promis certaines choses. C'était un assureur à qui on avait promis l'ensemble des assurances de la ville de Metz, dans la mesure où nous avions fait rentrer au comité du FC Metz, et ce fut une grande erreur, grosse erreur, trois membres de la ville, qui eux n'avaient qu'une idée, c'est de s'approprier entre guillemets l'FC Metz. C'est de là que l'un de ceux-là que je citerai pas parce que c'est pas la peine, il m'avait même dit que j'étais un despote en parlant de moi. Alors pour ceux qui me connaissent, un despote, ça me paraît un peu fort. Alors de temps en temps, je le vois encore. Bon, je suis pas rancunier. Pas rancunier. Non. Sur le coup, c'était dur parce que c'était injuste. C'était injuste. Mais il y a eu des éléments politiques aussi. Jean-Marie Rouge ne pouvait pas intervenir parce que s'était trompé en faisant venir, comment elle s'appelait, une députée de Paris pour être députée de la région. C'était un micmac. Et les 2,5 en question, je dis 2,5 parce qu'il y a 2 élus et un employé de la mairie. Bon, puis après... Après, vous avez failli aller à Nancy. Alors ça, je l'ai découvert dans le documentaire. Je suis passé à Nancy, mais c'est pas à Nancy involontairement. Ouais, bah Claude Cuny, il vous a... Ah, mais celui-là, il vous a le pagué. Celui-là, il m'a fait un coup aussi. Lui, alors là, par contre, il était révolté par l'affaire comme elle s'était passée. Encore pire que moi. Il dit, c'est pas possible, ce qu'ils t'ont fait, ces salopards-là. Comme ça, il parlait comme ça. Salopards-là, tu viens à Nancy avec moi. Je dis, Claude, Nancy avec toi. Non, écoute, laisse-moi réfléchir et laisse-moi récupérer, c'est bien. Foot pour l'instant, je le mets de côté. Laisse-moi respirer, laisse-moi digérer ce que t'as à faire. T'inquiète, mais tu vas venir avec moi. Je dis bon, écoute, on verra. Et un beau jour, 3-4 jours après, il me dit, écoute, viens, je t'invite à l'Assemblée Générale de l'ASNL. Un dimanche matin à 10h30. Mais si, viens, tu verras, c'est formidable. Il y a 700 adhérents, ce qui était vrai. Parce qu'il avait énormément d'adhérents, plus que nous en termes de sociaux. On va les appeler comme ça, les adhérents. Parce que lui, il avait fait un système, une association élargie, je sais pas quoi. Bon, j'ai dit, bon, d'accord. J'arrive là-haut, je m'installe le plus haut possible, dans la mesure où j'étais pas tellement forcément bienvenue. Ouais, vous étiez en terrain ennemi, quand même. Pour pas dire l'ennemi, j'étais au moins l'adversaire d'avant-hier, quoi. De 2 mois ou 3 mois avant, c'était au mois de novembre, ça. Donc mon éviction entre guillemets, ma démission datait de juillet août, fin mai. Fin mai, ouais. Non, fin mai, début juin. Et à un moment donné, dans son exposé et tout, etc., et voilà, je voudrais aussi que la SNL, on a besoin de progresser dans les domaines professionnels et tout. Il fait tout son laïste. J'ai décidé d'incorporer 2 personnes qui peuvent beaucoup apporter à la SNL, etc., etc. Patrice Vic et Carlo Henry. Putain, mais il est fou ce mec-là. Le coup de Trafalgar un peu. J'étais pratiquement asphyxié. Je dis, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Je m'attendais à tout de lui, mais pas ça. Je dis, viens, tu verras, c'est sympa et tout. Toujours est-il que Mevla est élu. Pas élu, coopté. Il n'a même pas demandé l'élection. Il m'a dit coopté avec Patrice Vic. Patrice Vic, l'ancien joueur avocat, là, qui est un bon ami, une bonne connaissance maintenant, quoi. Et nous voilà partis tous les deux. Patrice, je sais pas s'il en savait plus. Patrick, il devait pas en savoir. Patrice plus que moi. Il était dans le secteur des gens lui aussi. Mais Claude était comme ça, hein. Alors lui, vraiment, il avait décidé que c'était comme ça. C'est ce que lui a coûté d'ailleurs plus tard ses inimitiés. Parce que lui, il faisait vraiment... Moi, je faisais quelquefois aussi de semblant de les faire participer. Mais lui, c'était pas le cas. C'était... alors, résultat, bon,
Il me dit, coopté au comité directeur. Bah, qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas me lever devant les 700 personnes. Tout le monde a applaudi. Je pouvais pas me lever pour dire je suis pas d'accord. Bon, tu te laisses passer puis on verra bien. Et premier comité directeur à Nancy, un lundi soir, 20h, quelque chose dans ce goût-là. Forêt de haie. J'arrive là-haut. Déjà, j'ai du mal à trouver ma place parce que c'est pas facile, là. Vous venez, même si vous êtes très copain avec Claude, les autres, c'est pas forcément évident. Hein, ils m'ont pas tous sauté au cou, quand même. Ouais. Tout le monde était un peu gêné dans l'affaire-là. Autant que moi, il y avait Claude qui était bien, lui. Et donc, je m'installe et puis j'écoute, tout ça se passe. On était dizaines, entre 8 et 10. Alors, chacun prend la parole, etc. Oui, eh ben, Carlo, on est content, on te félicite, etc. Merci. Bon. Ça se passe assez bien. À 23h, on boit un coup, on boit un sandwich, je sais pas quoi, et je rentre. Et ma femme, elle m'attendait un peu, elle me dit, mais alors, comment ça s'est passé ton affaire? J'ai dit, ben, tu sais comment ça s'est passé? Je vais te le dire. Ça s'est passé comme un gars qui divorce et qui aime toujours sa femme, sa première femme. Et moi, c'est comme ça. Voilà, j'ai divorcé, mais j'aime toujours ma première femme. Et donc vous êtes jamais retourné à Nancy? Et je suis jamais retourné à Nancy. J'ai toujours trouvé... J'allais au match, par contre. Ah, en plus, oui, j'allais au match parce qu'il y avait Bernard, en plus Bernard Zigny, qui était mon gendre à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Il jouait, donc j'allais au match. Mais je suis plus allé parce que je me sentais pas à l'aise non plus. Je pense qu'eux, ils étaient pas à l'aise non plus. Et vous êtes de retour donc en 1983. En plus, le club a des soucis. Non, 83, je suis de retour. Un petit peu avant, oui. Je suis de retour en janvier 82. Janvier 82. Ils avaient tellement bien géré le club que le club était en faillite pratiquement. En 4 ans, 3 ans et demi, ils avaient tué le club. J'avais acheté un appartement boulevard Saint-Symphorien pour le faire social. Au bout de 3 ans, ils voulaient une subvention supplémentaire. Le maire a dit, ça sera déjà que c'était 3 fois plus quand ils sont rentrés au club. C'est le seul truc positif qu'ils avaient fait, c'est que de 300 000 francs qu'on avait de subvention, en coup de cuillère après, on est passé à 900. 900 000 francs. Ouais. On a triplé en 15 jours. Et donc, on me sollicite avec Roger Carpier. Mais plus exactement, il commence par voir Roger Carpier. Il m'a dit, ah, Roger, ça serait bien que tu reviennes au club, parce que Roger était parti en même temps que moi. C'est bien que tu reviennes au club, on a besoin de toi. Et Roger, il dit, moi, non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. S'il n'y a pas Carlo, ça m'intéresse pas. Résultat de l'opération, il m'en parle. Il me dit, voilà, moi, si tu viens, si tu retournes, j'y vais. Qu'est-ce que t'en penses? Je dis, oui, moi, pourquoi pas. Mais sous certaines conditions. Une, que je m'occupe nullement du fonctionnement ni administratif ni financier. Si on veut mon retour, ça sera uniquement sur le plan sportif. Sur le plan sportif, je veux bien envisager la chose. Alors je suis allé leur expliquer avec Roger un soir de comité, et dit voilà, moi je suis d'accord, mais je ne vais pas m'occuper de... On était 19e, hein, ce soir-là. Je ne vais pas m'occuper de l'aspect sportif. Et je savais qu'on n'était pas bien financièrement, mais j'avais pas les éléments, j'avais rien. Et donc, le soir donc en question, c'est pas non, c'est bien, oui, d'accord, tu es tous d'accord. À l'ordre du jour, par contre, il y avait situation d'Henri Kasperzak, qui était entraîneur. Situation d'Henri Kasperzak,
Point d'interrogation, limogeage, changement d'entraîneur. Ah bon? Moi, j'arrive et je lui dis, attends. Je dis, bon, il y a un truc, si vous permettez, je vais quand même vous dire. Vous me faites revenir comme directeur sportif. La première réunion que vous me faites, à laquelle je participe, pour me demander de licencier l'entraîneur comme directeur sportif, que j'ai encore pas rien, j'ai pas parlé avec le directeur sportif. Alors, si vous voulez, la question, vous la remettez à une date ultérieure, mais vous me laissez voir quand je pardonne d'abord. Je vais discuter avec lui. Ah oui, bon, d'accord. Et donc, résultat de l'opération, je discute avec Henri, et Henri, le soir chez lui, il habitait à côté du stade. On s'est rencontrés, il était 6h30 le soir, 18h30. À 11h30, on était encore tous les deux. Et il me dit, vous savez, président, parce qu'il m'appelait comme ça déjà, encore. Président, je vais vous dire, je viens de discuter avec vous pendant 5 heures, c'est 2 fois plus qu'en 2h30 avec eux. Il n'y avait pas trop de communication alors à cette époque-là. C'est moins qu'on puisse dire. Donc on est parti de là, puis Henri, après, pour finir, on gagne la Coupe de France et je me maintiens avec Tadperzac. Et après, je reste donc 18 mois comme directeur sportif et là, c'est la faillite annoncée. Dépôt, ils avaient demandé 10 millions de francs de prêt. D'abord, que le maire a refusé, parce qu'il savait que j'allais jamais retrouver ces 10 millions. Alors, il paraît qu'au conseil municipal, ça a filé un froid, parce que quand le maire a dit, il n'est pas question de donner 10 millions au FCMS, les gens, ils ont dit, la majorité des gens qui aimaient bien le club, ils disaient, ah, mais Jean-Marie ou monsieur le maire, le club va disparaître. Il leur a dit, le club va pas disparaître, j'ai une idée. Sans leur dire de quoi il s'agit. C'est le lendemain matin, c'était un dimanche, ou un samedi matin, j'ai Jacques qui m'appelle alors qu'il était à l'origine de mon départ, avec le secrétaire général de l'époque. Il m'appelle, il me dit, le maire, il veut te voir. Le maire, il veut me voir, oui, je dis, oui, d'accord. Je suis allé voir le maire, il était 11h, 11h30, et il m'explique son projet, là. Je vire tout le monde. Et vous êtes président. Facile. Tim, c'est le maire. Dans l'idée, en tout cas. Attendez, c'est le maire. On va pas faire comme ça, vous pouvez pas faire comme ça, parce que le club, c'est une association. Il faut une assemblée générale. L'assemblée générale, c'est moi. Il les a appelés, là, et dit, vous êtes virés. Aussi simple que ça. Ouais. Ça s'est passé comme ça. Hein. Il y avait eu ni démission, ni rien. Ils ont repris leur valise, tous, et puis ils sont partis. Et ben voilà. Et après, ça a été ce que vous connaissez tous, quoi. Après, vous pouvez prendre mon livre et vous en savez plus, autant que moi. Vous avez sauvé le club, du coup, financièrement. Et puis, oui, cette parcours en coupe. C'est-à-dire qu'on a sauvé le club. On a sauvé le club, mais il fallait voir ce qu'on a fait pendant l'année-là. Il y a pas mal de jeunes qui ont joué aussi. Oui, mais le maire et moi, on a pris notre valise pour aller voir les créanciers. On devait 3 millions à l'époque à l'URSSAF. La facture. Et moi, je suis allé personnellement à l'URSSAF avec le maire pour donner du crédit au plan le plan, comment dirais-je, de remise, de rattrapage qu'on voulait mettre en place. Donc, on a obtenu 15 mois ou 16 mois pour rembourser les arriérés. Après, il y avait la sécurité sociale. URSSAF, sécurité sociale, les dettes. Après, il a fallu faire une assemblée avec les créanciers. Certains ont abandonné leurs créances, d'autres, avec Marc Loison, qu'on avait mis à ce poste-là pour négocier, d'autres, on les a payés sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça n'a pas été simple. Et puis, il fallait garder confiance dans le projet. Il fallait garder l'équipe, il fallait garder les joueurs. Oui aussi, surtout. Ouais. Mais c'est inquiet aussi. Hein. Et au final, ils ont réussi à faire ce qu'il fallait quand même, malgré ce contexte. Ça a été extraordinaire. Et à quel moment vous avez senti que gagner la Coupe, c'était possible, cette saison-là, en 83-84 Disons que on a senti que c'était possible de gagner la Coupe quand on a commencé à éliminer tous les gens qu'on avait sur notre parcours. Et au départ, moi j'ai toujours aimé, j'ai toujours voulu gagner une Coupe de France.
j'étais vachement heureux parce que le club n'avait jamais rien gagné. Si, à part être champion de France de Ligue 2 en 1935, je crois. J'avais 2 ans. Donc, j'étais vachement heureux. C'était une joie collective extraordinaire. 10 000 Laurents au Parc des Princes. En pleine crise de la sidérurgie, un truc formidable. Avec la sidérurgie, avec le personnel de la sidérurgie, avec tout ça. Et puis voilà, c'est à partir de là, d'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là que nous rencontrons, pour ma part au moins, j'ai la connaissance de Bernard Seurat. Parce que Solac devient sponsor. Voilà, devient sponsor par plus Roger Kerpé, qui était, comment pourrait-on dire, quelqu'un de très émergé dans le travail, dans le métier de la sidérurgie, disait toujours, mais qu'est-ce que tu vas voir, les gens de la sidérurgie, t'auras jamais un sponsor de la sidérurgie. Ça va pas leur faire vendre 1 kilo de fer de plus. Au final, ça a marché. Et Je lui ai dit, mais attends, moi, je vais y aller. J'allais voir les patrons, etc., etc. Et puis, avec Marc Loison, qui était un super commercial, on leur a mis en évidence pas le fait que ça leur faisait gagner 1 kilo de vente ou des tonnes de vente en plus, mais simplement, il fallait, et ça ils l'ont bien assimilé dès le départ, il fallait donner une image de gagnant à une sidérurgie qui perdait, qui était complètement en déliquescence pratiquement. Et ils ont retenu ça. Ils ont dit, c'est vrai, on va donner, et c'est parti de là. Et après, avec Bernard, on a fait le parcours que vous connaissez. Et un des premiers matchs avec Solac, qui est emblématique, c'est ce fameux match à Barcelone. Ouais. Et la victoire en Coupe d'Europe. Ouais. Barcelone, ça a été aussi une étape extraordinaire. Là aussi, on peut dire que j'étais le seul à y croire. D'ailleurs, tous les joueurs vous le diront. Vous avez envoyé votre capitaine faire du repérage chez l'adversaire entre les deux matchs. J'ai envoyé, on perd 4-2 ici. Jean-Paul Bernard. Quand je vois le match, je crois qu'à la mi-temps ou à la fin du match, j'ai dit, écoutez les garçons, c'est impossible de pas aller gagner là-bas. On va gagner là-bas, parce que si là-bas, ils jouent comme ils ont joué ici ce soir, on va gagner. C'est fou celui-là. Bon. Mais ma folie était pas si folle que ça, ma folie. Ça veut dire que, je dis à Jean-Paul Bernard, Jean-Paul, il était suspendu entre les 2 matchs. Comme il pouvait pas jouer avec nous, j'ai dit, Jean-Paul, tu prends ta femme, tu vas voir Barbara, là, elle te prend un billet d'avion, elle te réserve un hôtel à Barcelone, tu vas voir Barcelone. Président, je vais voir Barcelone, pourquoi faire? Tu vas voir Barcelone, voir si je me suis trompé sur leur niveau de jeu. S'ils sont aussi imbattables que ça. Ah ouais. Je dis, bon, d'accord, je vais à Barcelone, prends sa femme, c'est l'arrivée au Camp Nou, et les journalistes qui étaient à Metz, ils le reconnaissent quand même. Ils disent, qu'est-ce que vous venez faire là? 4-2 au match aller. Ou 2-4 plus exactement. Je dis, bah, mon président a dit qu'il fallait que je vienne voir le match parce qu'il pense qu'on peut faire quelque chose ici. Mais enfin, voilà, je suis là pour voir le match et rapporter un petit peu ce que je vais voir. Bon, ben, ils ont tous un peu rigolé, quoi. Et ils sont fous, ceux-là. C'était tellement fou qu'à la sortie, ils se sont fait balader. Ouais. Avec un triplé de... Ça a été phénoménal. Ça a été phénoménal parce que c'était quelque chose de totalement imprévu, quoi. Imprévisible et imprévu. À tel enseigne, c'est que sur le tirage au sort, ça je me souviens des tirages au sort. Oh putain. Oh pétard. Oh là, il faut gérer. Bon, on va faire vite alors. Ah oui, il va falloir faire vite là, parce que là, je devais partir à 45. Résultat de l'opération, on revient, et malheureusement, on se fait éliminer après ça par les Allemands de Dresden, qui étaient l'Allemagne de l'Est à l'époque, dans des conditions vraiment difficiles, parce qu'on avait perdu à Dresde. Mal, parce qu'on leur avait fait cadeau d'un but ou deux. Et ici, on n'a pas pu remonter parce qu'on est toujours joué dans un bourbier.
Il pleuvait. Et à l'époque, la pelouse, elle était pas comme ça. Hein. Et en plus, eux, ces empaffés, là, entre guillemets, ils avaient le droit, donc, de s'entraîner la veille au soir au stade. Ils l'ont entraîné, mais Ils ont massacré le terrain. ils ont démoli le terrain. Alors, évidemment, nous, on avait besoin de faire le jeu. Ils étaient derrière, et puis on a fait 0-0. Voilà. Moi, je vais être presque obligé de vous quitter. Bon, bah, on va finir là-dessus. C'est dommage parce qu'il manque un peu la fin de votre parcours, avec notamment, bon, il y a la deuxième Coupe de France et il y a surtout cette période 94-98 qui est assez riche. Bon, vous avez connu Jules Bocandé, Tony Kurbos, et après il y a cette période avec Robert Pires, Frédéric Mérieux. Ouais, notamment ça s'est enchaîné, et puis c'est tout le reste, vous le savez. Notamment cette histoire cette année où vous faites vice-champion avec Metz, ou champion ex aequo, ça dépend comment. Vice-champion, voilà la chose. À 5 buts de différence. Et Frédéric Mérieux me racontait qu'il avait été suspendu par erreur et que Gervais Martel vous avez un petit peu imploré de ne pas le faire jouer et. C'est-à-dire que je sais plus si c'est Martel, mais ce qui est certain, c'est que le règlement était assez, comment pourrait-on dire, assez pas clair, assez pas clair pour te mettre dans le doute. Je me suis dit, si je joue et qu'on perd, qu'on gagne, et qu'il est suspendu, on va annuler notre victoire. C'était à boire et à manger, si vous voulez. Il y avait un risque à courir. C'est vrai que si Fred avait joué, je pense que le match aurait peut-être pas été, la finalité de match aurait peut-être pas été celle-là. Sur le banc, il y avait quelqu'un d'emblématique, c'était Joël Muller, qui a fait quand même 11 saisons sur 11 ans. 11 ans sur le banc de la fin. 11 ans sur le banc. 89 jusqu'à 50 joueurs. Et vous le rappelez aussi. Et 4 ans de directeur sportif. Entraîneur du centre de formation. Ouais. Et comment c'était de prendre cette décision-là de se séparer de lui, parce qu'il a connu quand même une des plus belles périodes du club. Il est resté longtemps. Séparer de lui. C'est une décision difficile à prendre, j'imagine. Je pense que c'était une période qui était dure pour lui et dure pour moi, dans la mesure où j'étais. C'est une année où j'avais beaucoup de problèmes de santé, et le club, la direction, j'ai fait 9 mois d'hôpital. C'était ça là. Je dirais que le jour de ma sortie d'hôpital, il y avait un match amical à Nancy, à Vendeuvre plus exactement. Non, c'était pas Vendeuvre, c'était le club où il y avait Saint-Barbier, mais je crois que c'est Vendeuvre. Et je sortais de l'hôpital, c'était au mois de janvier après la trêve. Je suis allé au match, c'était ma première sortie depuis un an pratiquement. Et Aldo Platini m'a vu à ce match-là. Et il est rentré, il a dit à Anna, j'ai vu Carlo, elle verra pas pour longtemps. J'avais perdu, je sais plus combien, 20 kilos. C'est sûr, j'avais été opéré préventivement d'un problème intestinal. On m'avait raté. Ça a amené, ça a provoqué un tas de problèmes, d'infection, contre-infection, après, il m'avait raté, comme il m'a fallu opérer une deuxième fois, il pouvait plus rétablir ce qu'ils appellent la continuité, donc ils m'ont mis une poche. J'ai eu une poche pendant 9 mois. C'était un truc moralement, vous êtes tué, quoi. Et donc, les résultats n'étaient pas ce qu'il fallait, ce qu'il aurait fallu qu'ils soient. Joël était en difficulté parce qu'il avait plus son soutien, il avait plus moi. Le club était un peu dirigé, on va dire, un peu par tout le monde. Quand il n'y a pas un patron, vraiment, bon, alors il y en a qui se sont dit, oui, faut se séparer de Muller, on va descendre, etc. Puis bon, c'est arrivé comme ça. Et ça a été une erreur, et ça a été un moment douloureux pour moi. Et le fait de pas être champion en 98, ça a été un tournant. Vous pensez qu'être champion cette année-là, ça aurait fait basculer le club dans une autre dimension derrière? Parce que derrière, ensuite, il y a l'effectif qui s'affaiblit.
et le club finit par descendre et faire l'ascenseur et végéter en Ligue 2. Je pense pas que ça aurait fait basculer le club dans une autre dimension, parce que c'était l'arrivée justement, c'est le moment où on était passé dans en société anonyme, et donc les moyens qu'on avait n'étaient pas les moyens suffisants pour continuer à grandir. Donc je pense qu'on n'aurait pas grandi quand même. Par contre, ça aurait été sur le plan du personnel, sur le plan général du club. Le vice-champion de France, c'était formidable. Déjà pour nous, c'était jamais arrivé, mais en même temps, on se rappelle jamais que du champion. C'est vrai aussi. On parle pas souvent du vice-champion qui a 5 buts de différence. Et vous passez la main en 2009. Vous pensez que vous avez passé la main au bon moment, ou vous auriez préféré le faire plus tôt? Vous pensez que c'était le... Et j'ai passé la main au bon moment parce que de toute façon, en 2008, une année avant, j'ai vendu une partie de mes parts à Bernard. Et Bernard, il voulait surtout pas être président. Non, c'était bien, c'est toi, c'est bien. Moi, je suis derrière, j'ai mes affaires et tout. Tu t'en occupes. Je dis, bon, d'accord. Alors, me voilà président, minoritaire. Alors que toute ma vie, j'étais majoritaire. Et d'un coup, comme je suis respectueux de la hiérarchie et que j'ai toujours dit que c'est le patron qui paye, c'est son argent qui est engagé, je me suis plus bien senti. Plus bien senti à la présidence en disant c'est moi qui prends les décisions, c'est lui qui paye. Il y avait comment pourrait-on dire, pour moi, dans mon esprit, hein, j'avais plus la liberté que Bernard m'imposait pas. Bernard, il m'a donné carte blanche. Il me demandait même pas comment ça allait ou comment ça allait pas, mais moi, je me sentais pas. Et j'ai dit, Bernard, écoute, ça fait 1 an maintenant que je t'ai cédé une partie de mes parts, parce que j'ai encore toujours des parts aujourd'hui. Même si elles sont minimes par rapport à ce que j'avais, mais je suis toujours donc associé. Et j'ai dit, Bernard, non. T'es prêt, t'es majoritaire, t'es le patron. Il t'appartient de présider. Écoute, on va faire comme Poutine, c'est pas le bon exemple. On va faire comme Poutine, avec Medvedev. Toi, tu deviens Poutine, et moi, je deviens Medvedev. Je deviens vice-président, et c'est bien comme ça. Et puis voilà, puis depuis, on a refait le reste du parcours. Et puis, monsieur Bernard Serin est toujours à la présidence. Comment vous voyez le club d'ici, je sais pas, une dizaine d'années? Est-ce que vous pensez que Metz pourra un jour se stabiliser en Ligue 1, malgré que l'écart se renforce aussi avec les grosses équipes? À mon avis, on va se stabiliser. Ça dépend. L'année qui va venir, elle va être, comment dire, suffisamment éclairante. Si on peut monter, je pense que compte tenu de la crise financière du foot, on fera 2 championnats. Ceux qui vont jouer l'Europe, Et les autres? les 5, 6, 7, parce qu'on a eu assez la folie pour encourager les clubs qui jouent l'Europe. On leur donne 70% des recettes à ceux qui jouent l'Europe. Et les 10 autres, on va être, comment pourrait-on dire, un 2e championnat avec les moyens qui seront les nôtres. Donc ça sera, à mon avis, on sera dans un championnat à 10 où tout le monde aura plus de points. On sera 10, on sera 18, mais il y en a 8 à mon avis qui vont partir parce qu'ils auront des joueurs de très haut niveau. Nous, on aura des bons joueurs. Nous, en tant qu'FC Metz, on va pouvoir jouer notre rôle, parce que ce qui va nous aider l'année prochaine, compte tenu du manque à gagner enfin disons des recettes qu'on aura par les télévisions, on va être un peu sauvé par le fait qu'on a nos Sénégalais qui vont arriver, et si on a besoin de 3, 4, 5, 6 joueurs nouveaux pour baisser la masse salariale et pour faire face aux exigences du fonctionnement. Et à partir de là, je pense que on peut continuer à être sur monte, on peut rester en Ligue 1 plus facilement dans cette période-là qu'aujourd'hui. Mais ça, c'est moi qui le pense. Hein. C'était votre idée, Génération Foot? Ça arrive au début des années 2000, le partenariat avec Génération Foot. Oui, c'est moi qui était
le créateur. D'ailleurs, vous le voyez là-bas sur le. Ouais. Je sais pas si vous avez vu. Voilà. J'étais il y a 2 ans là-bas avec Bernard. Mais enfin, Bernard, moi, j'ai mis moi, j'ai mis en route, si vous voulez, avec ceux qui m'ont entouré à l'époque. Et le Sénégalais qui est en place. Mandito, oui. Mais après, Bernard, à partir des années d'il y a 10 ans maintenant, ouais, peut-être un peu plus, il a donné une autre dimension, il y a cru aussi, et il a vraiment donné une autre dimension au centre, ce qui fait qu'on a un centre de formation là-bas qui est assez exceptionnel, quoi. C'est quelque chose à voir. Je crois qu'il y a eu un collègue du RFU à l'époque qui était venu à la cérémonie des 20 ans ou des 10 ans, je sais plus. C'était en quelle année? C'était en 2015, je crois, oui, 2015. Donc, 2015, ça faisait 15 ans. Et le centre de formation à Metz, c'est pas mal non plus, parce qu'au début des années 2000, Non, c'est pas mal. la génération Proman, Renoir, Aubragnac, ils ont maintenu le club, ils ont aidé à maintenir le club en 2004. Là, ils étaient bons. C'était avant. J'ai l'impression que les joueurs du centre arrivent moins à réussir en équipe professionnelle qu'avant. Je sais pas si c'est votre impression aussi, mais j'ai l'impression que c'est plus difficile pour eux. Ouais, mais je crois que c'est. Mais c'est en train d'un peu évoluer aussi. D'abord, on est en train de bien travailler dans le domaine-là. Je pense qu'on aura des bons. Il y a des 17 ans il y en a des très bons, des 19 ans, pas trop, parce que les 19 ans, il n'y a pas beaucoup de talentueux dans les 19 ans, mais dans les 17 ans, il y a 2 ou 3 ou 4 joueurs de très haut niveau. De top level. On aura des futurs Mathieu Idol, alors. On aura des futurs Mathieu Idol. Président, merci d'avoir été avec nous. On va dire au revoir à ceux qui nous ont... Effectivement, Mathieu, c'est un bel exemple. C'est un bel exemple. Et quand il était pas capitaine, parce que les entraîneurs avaient décidé que c'était pas lui le capitaine, c'était des joueurs, on va dire, plus âgés. Je disais toujours, tu seras un joueur capitaine. On y reviendra. Tu le mérites. Bon, président, merci d'avoir été avec nous. J'en profite pour dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. On vous fera gagner un petit DVD que je suis passé chercher à la boutique. On verra si on arrive à le faire dédicacer sur le CD. Je sais pas si ça tiendra au marqueur, mais on vous fera gagner tout ça sur les réseaux. Mettez un pouce bleu et partagez l'émission, mettez les commentaires pour donner de la force, puis abonnez-vous. Et puis, encore une fois, merci président d'avoir été avec nous. Et puis, on se dit à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Ben voilà, moi, je vous remercie d'avoir consacré un bout de votre temps avec moi et ça a été assez sympathique. Voilà. À la prochaine, ciao.